Dis ça sans film, mais nous. Déjà que je plane, mais alors là, les brins de nuire. Mais Springles. Si, bientôt. Springles. Oh. Allez, bisous. Allez, salut. Thank you so much. Allez. Hello tout le monde, welcome pour l'épisode, je sais plus le numéro, l'épisode 8. Oui, le 8. Le 8, ouais, non. On a mis de l'encens, faut savoir si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Amazon Music, Deezer, etc. Bref, vous ne savez pas qu'en fait nous avons un encens. Et cet encens, aujourd'hui, il fume. Bien. Ah, mais il fume particulièrement plus fort que d'habitude. Et donc on a l'impression d'être complètement défoncé. Surtout que toi tu reviens de la boxe, en plus toi t'es venu, t'as été t'entraîner et tout. Mais j'ai eu ma journée de travail, puis presque une heure de route, la boxe, je suis une épuisée, heure de boxe. et puis de nouveau le retour et courir vite pour vous rejoindre. Oh, j'ai hâte de voir le podcast d'aujourd'hui. Hein, donc voilà, ouais, je plane un peu parce que le sport ça donne, tu vois, des... Ça fait sortir, c'est quoi, l'endorphine ou Oui, c'est ça, je crois que c'est mais des du coup endorphines. je suis un peu stone quoi. Ça plus un peu le jeûne, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui donc Et en plus tu vas boire du thé, tu vas juste je vais boire te du retrouver thé dans 20 et minutes. fumer de l'encens donc Anouk, ça va? Ouais. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un syndrome qu'on appelle de l'imposteur ou le syndrome autodidacte. Ah ouais? Ah ouais. Et je vais t'expliquer si tu veux pourquoi Oui, autodidacte. parce que, je vois plus ou moins l'idée, mais. Alors, j'adore. j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler du syndrome de l'imposteur. Donc, de toute façon, on va reparcourir un peu pourquoi c'est quelque chose qu'on voulait aborder aujourd'hui. Oui. Parce que forcément, ça impacte Chloé, ça m'impacte à des moments différents dans nos vies, peut-être plus à certains moments qu'à d'autres, mais en tout cas, on est impacté par ce syndrome. Mais pourquoi moi je disais ça, c'est parce qu'en fait, si tu arrives à reconnaître vraiment tes qualités, tes compétences, tes réussites par rapport au mérite, au travail et à ce que tu es, tu te respectes en fait. Pour resituer vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est avoir l'impression que au final, ce que tu fais, que ce soit comme métier ou dans une relation, etc., en fait, que tu n'es jamais à la hauteur. Ouais. C'est ça finalement, c'est que tu ne mérites pas ta place ou que c'est par la chance, mais que ce n'est pas par ton travail, la personne que tu es, comme tu disais, tes compétences. Et le syndrome de l'imposteur, et je pense que du coup le syndrome autodidacte, ça doit être le fait que en général tu as un syndrome de l'imposteur quand tu n'as pas de papier, de diplôme, souvent aussi. Tu peux l'avoir dans ce cas-là, et effectivement c'est le fait que certaines personnes qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris par eux-mêmes ont un sentiment d'être illégitimes dans leur profession. Ça peut être pour plein d'autres choses, hein. Par exemple, t'as pas été à l'UNIF ou à l'école et puis finalement tu fais un métier mieux qu'un autre, hein. T'es expert dans ton domaine, mais il manque ce foutu papier qui te donne ta légitimité. C'est ça. Et le syndrome, du coup, être autodidacte, je pense que ça, voilà, c'est le fait d'apprendre les choses par soi-même. Tu fais les choses par toi-même. Et moi, je vais, très honnêtement, on va y revenir évidemment dans le podcast. Moi, aucun métier que j'ai fait, j'avais un diplôme. J'ai toujours eu tous mes métiers par l'audace, par mes compétences, par ma personnalité. Mais du coup, ce syndrome de l'imposteur est arrivé plus d'une fois, évidemment. Forcément. Et surtout, au-delà de que ce soit toi qui te le mettes, il y a aussi beaucoup de gens qui te le renvoient en pleine face. Mm-hmm. Et pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là? Parce que c'est quand même important qu'on soit hyper transparent avec vous. C'est parce que la semaine passée, Anouk m'a envoyé un petit message. Oui. Et c'était par rapport... est-ce que c'était juste après, je pense, le podcast de la semaine passée, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai comme Chloé souvent ce sentiment-là parce que j'ai un diplôme qui est plutôt généraliste. Donc moi, j'en ai un, hein, mais ça change rien. C'est-à-dire que... Toi, t'as fait comme étude, c'est histoire de l'art? Moi, je suis universitaire, j'ai fait l'histoire de l'art. Ouais. Et après, j'ai fait une spécialisation au marché de l'art. Donc en gros, j'ai étudié 6 ans et j'ai quand même l'impression que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que plus jeune... J'ai entendu tout le temps dire c'est pas des études, ça sert à rien. Ouais, c'est l'UNIF, mais c'est pas Sciences Po, c'est pas Sciences Éco. Enfin voilà, wow. Et c'est vrai que ça vient de l'enfance et de l'adolescence aussi, mais là c'est mon papa qui me disait c'est pas vraiment des études quoi. Enfin, mon père est quelqu'un qui s'est fait sur le tas. Donc autodidacte. Oui, tout à fait. Mais lui, il n'a pas ce syndrome-là, et peut-être aussi du fait que c'est un homme, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai que le fait est que j'avais ce papier et que je me disais, je l'ai, check. Et en fait, j'ai eu plein de boulots où j'étais pas super bien payée, où après j'ai fait tout à fait autre chose que mon diplôme, et donc comme toi, j'ai dû apprendre chaque fois sur le tas, etc. Et j'arrive à des métiers aujourd'hui plus de management où j'ai rien appris. Finalement, ce sont plus tes compétences comportementales.
Oui, Tu est-ce vois, que tu es un de- leader dans l'âme? Ouais, Est-ce que... exactement, c'est Ça. ça. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est validé sur un papier et tu as des aptitudes, mais c'est tout. Et donc, c'est vrai que régulièrement, que ce soit dans mon boulot aujourd'hui ou par rapport à ce podcast, je pense parfois avoir les aptitudes, mais est-ce que vraiment je me sens légitime? Pas toujours. Et c'est vrai que la semaine passée, j'avais un petit doute et voilà, j'ai parfois c'est presque étouffant, quoi. Tu vois, c'est que je me dis non, mais en fait, je vais être démasquée. Ils vont se rendre compte que finalement, en fait, je connais rien, que je sais rien. Ce sont que des intuitions. Qu'est-ce qui te stresse, par exemple, enfin pas te stresse, mais qu'est-ce qui t'amène ce syndrome de l'imposteur dans ce podcast? Parce que, par exemple, je veux dire, pour faire une comparaison, moi, j'ai fait de la radio, j'étais animatrice radio. Ouais. Je n'avais pas de diplôme, donc j'ai souvent eu ce syndrome de l'imposteur. Et justement, c'est là où moi, je voulais savoir quel est ce syndrome de l'imposteur, tu l'as vis-à-vis de quoi, par exemple? En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai besoin d'être experte pour vraiment me lancer. Ok. Et du coup, est-ce que tu l'es un jour vraiment? Parce que pour moi, tu peux continuer à apprendre toute ta vie. Donc, quand est-ce que je m'arrête à connaître, apprendre, et quand est-ce que je commence à vivre les choses et à me lancer dans un projet? Mais je pense que les choses se font en même temps. Voilà. Et donc, il y avait un article que j'avais lu où il parlait de, et je vais te poser la question à toi, mais le décalage, ou en tout cas l'opposition entre compétence et confiance. Moi, j'ai envie de te demander, parce que j'ai lu un truc, donc je veux voir comment tu réagis. Si demain, toi, tu dois recruter quelqu'un pour ce podcast ou pour, pour le podcast, est-ce que tu choisirais quelqu'un qui clairement est hyper compétent mais qui doute de lui, ou quelqu'un qui a une confiance, qui est assez sûr de lui, mais qui par contre a peu de compétences dans le milieu? Si vraiment je dois choisir, je prendrais quelqu'un qui a confiance. Voilà. Eh ben, c'est la bonne réponse, entre guillemets. En tout cas, c'est pas... S'il y en a une, voilà. Mais en tout cas, la majorité des gens vont choisir la personne confiante parce que les compétences, tu peux les acquérir. Oui. Et il y avait une étude qui montrait que les femmes, de manière générale, c'est vraiment stigmatisé femmes, elles ont tendance à, parce qu'elles se sentent plus facilement illégitimes dans certains métiers, vont essayer de bouffer de la matière, bouffer des livres, apprendre et des cours du soir et encore, et j'ai fini un livre, je vais recommencer dans un autre domaine parce qu'il faut que je sache, parce qu'elles ont toujours ce doute. Et donc, elles vont essayer de combler avec des compétences, tandis qu'un homme, de manière plus naturelle, va être conscient de ses connaissances et de ses qualités, mais va être confiant. Et donc, c'est fou parce que par exemple, un entretien d'embauche, régulièrement, on choisit la confiance plutôt que les compétences, et naturellement, les hommes seront plus confiants, même si moins compétents. Est-ce que tu penses... Enfin, après, pour en revenir justement à tout ça, c'est que moi, je sais que, par exemple, j'avais lu qu'il y a une étude qui disait que, il me semblait que c'était, tu dois avoir fait 10 000 heures dans un même domaine pour en devenir expert. OK ? Ouais. Donc voilà, 10 000 heures, c'est quand même pas mal. Mais donc, 10 000 heures, c'est genre, à partir de 10 000 heures, tu peux considérer que tu es expert dans un domaine puisque tu l'as répété en autant d'heures. Mais, donc moi, je me dis, au final, je pense que l'un vient avec l'autre aussi. Oui. Je pense que aussi, t'as peut-être pas les compétences. C'est pour ça que je disais, moi, je vais plutôt prendre quelqu'un qui est en confiance, mais qui va apprendre sur le tas, mais qui est en confiance dans le sens qui sait qui peut y arriver, qui est prêt à donner en fait de sa personne. Aussi de ça, oui. Voilà. Mais parce que finalement, c'est dans la pratique. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des études, par exemple, peu importe lesquelles c'est, des études en théorie de management, par exemple. Ils seront jamais de bons managers. Et seront déjà de 1, pas de bons managers, et de 2, ce que tu as appris sur les papiers, c'est rarement ce qui se passe dans la vraie vie. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Tu vois, même j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait des études, par exemple la l'IEX et tout, en radio. Et après, ils connaissent pas les codes. Ouais, c'est ça. Et ils arrivaient dans l'émission et ils connaissent pas les codes radio. Et je veux dire, moi, j'ai pas fait d'études, mais par contre, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai été faire une formation en pratique sur une web radio. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à m'entraîner et j'avais zéro théorie. Et la théorie, juste peut-être de savoir comment ça s'appelle, un jingle, un ci, un ça, gauche-droite. Mais je veux dire, mais sinon, j'avais aucune vraiment théorie. J'ai pas été à l'école pour ça. Mais ce qui a fait que j'ai pu y arriver, c'était la pratique.
Après, c'est je pense ça. qu'il y a des métiers, évidemment, où il faut connaître plus de choses. Genre la médecine, bah oui, il faut que tu apprennes l'anatomie. Voilà, il y a Oui, il y a des métiers. Non, bien sûr. Mais c'est dans la pratique que tu apprends. Et la pratique et le fait que tu saches comment faire les choses, bah, ça s'apprend avec le nombre d'heures aussi que tu vas passer à t'intéresser au sujet, tu vois. Mais d'où vient aussi le fait de ce sentiment d'imposture? Parce que justement, si tu as par exemple une signature, tu es authentique, tu as peut-être du talent, mais tu te dis, voilà, c'est inné, je l'ai pas vraiment... Enfin, tu as presque envie de dire, je l'ai pas mérité. Mais en fait, tu as un talent où tu es inné, où tu as une prédisposition à savoir bien faire peut-être de la radio, tu as une voix sympa, tu te sens à l'aise, tu communiques facilement, tu peux traduire une émotion ou réagir, hop. Tu vois, tu disais, c'est la rapidité aussi de pouvoir réagir à un auditeur, etc. C'est pas Oui, donné oui. à tout le monde. Donc, tu as peut-être cette facilité. Mais comme elle est innée, tu as l'impression que du coup... T'as pas dû travailler t'as dur. t'as pas dû... Tu vois, est-ce que tu mérites du coup? Mais oui, enfin, tu vois... Mais parce que tu travailles aussi. Tu sais, moi, je connais plein de gens qui ont du talent, mais Mais ils tu travaillent pas. aussi, bien sûr. Oui, mais tu vois, tu peux avoir du talent et tu peux ne pas et tu peux ne pas travailler pour ça et donc du coup ton talent finalement est mis à la poubelle. Comme quelqu'un qui n'aurait peut-être pas le même talent mais qui va travailler super dur, ben va y arriver. Mais je pense que ton talent c'est ton coup de pouce de la vie. Mhm. Mais un talent où tu ne travailles pas, pardon, je me suis étouffée. Un talent où tu ne travailles pas derrière, bah, c'est un talent pour moi qui est jeté à la poubelle. Donc, Oui. au final, il y a, je pense, plusieurs pôles aussi. Tu vois, t'as plusieurs facteurs. T'as le facteur chance, t'as le facteur, tu vois, du bon timing. Tu vois, t'as été là au bon moment, au bon endroit. T'as le facteur de ton Mais c'est talent pas ou que pas ça. talent. Et puis, t'as le facteur de je taffe ou je taffe pas. Et je pense que voilà. Et puis, ta légitimité, tu disais les hommes et les femmes, mais aussi les hommes, on a l'habitude aussi que, même quand tu penses à avant, c'est souvent les hommes qui allaient travailler, c'est les hommes, on considérait que c'était les hommes qui étaient plus intelligents, ou en tout cas intellectuels, que les femmes à l'époque aussi restaient beaucoup à la maison, etc., n'étaient peut-être plus illettrées, peut-être aussi, parce oui, il y parce en a qui que allaient les pas études étaient spécialement pour à les hommes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et les femmes pas. Et donc, je pense aussi, ça a créé dans les familles des sentiments de syndrome de l'imposteur aussi, parce que c'est toujours l'homme. Enfin, qu'est-ce que tu avais lu dans ton article par rapport au fait de ça? C'était Valérie Young, si jamais ça vous intéresse, qui est américaine et qui a vraiment écrit un bouquin sur le sujet, et je crois que c'est le plus vendu et le plus actuel en tout cas. Et c'est marrant parce que rien que le livre, elle a mis le mot femme dans l'intitulé du titre, tu vois. Donc déjà, Ah oui. moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, oui, mais ok, Pourquoi nous de nouveau? pourquoi nous, quoi. Et en fait, c'est assez, ça fait du bien en fait de lire que les causes, elles sont aussi sociétales et que, comme tu l'expliquais, Chloé, c'est aussi un héritage en fait que nous on doit porter en tant que femmes. C'est pas la faute des hommes, c'est la faute de la société et encore faute. Voilà, c'est juste l'évolution. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, ça nous impacte fort et cette dame, elle précise que rien que dans la manière dont les hommes et les femmes même réfléchissent, agissent. Oui, c'est pas pareil déjà. C'est déjà pas pareil. Donc, tout le monde connaît les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais c'est un peu ce principe-là. Elle explique de manière assez brève que un homme, il est très pragmatique. Donc, quand il a un échec, c'est CQFD, ok, mais c'est parce que j'ai merdé là. Donc, en fait, la cause est là, elle est externe. Comment je vais y arriver pour redresser le tir? Je vais peut-être demander un avis. Ok, j'ai demandé un avis, c'est objectif, d'accord, la solution, et c'est réglé. La femme, elle va être dans les émotions. Ouais, elle va le prendre vraiment sur elle, en fait. Ouais, elle va ça va dire... être un échec de sa personne. Ça va même parfois redéfinir son identité, alors que ça n'a strictement rien à voir. Elle se remet complètement en question et elle va chercher les raisons à l'intérieur, comme tu dis, et elle va être vraiment dans la gestion de ses émotions. Comment je pourrais mieux faire? Oui, mais ça, est-ce que ça remet en question mon rôle de femme, de mère, de... Enfin, elle est vraiment... Mais en fait, nous, je pense qu'on est, dans en tant un que femme, autre comme tu mood. dis, on est fort sur l'intérieur, donc on va tout intérioriser, dans le sens où on va tout prendre, comme on disait, vraiment ça va jouer vraiment sur notre identité. À contrario, les hommes vont être beaucoup plus dans le côté extérieur et comme tu disais, vont peut-être moins se remettre en question sur la personne qu'ils sont. Peut-être que c'est mieux, finalement. Oui. Parce que, après, je pense qu'il y a ce côté-là, femme, homme, ou dans notre manière de penser, notre manière de faire. Après, je pense aussi, tu as ce côté, enfin, moi, par exemple,
ce qui a fait aussi souvent mon syndrome de l'imposteur, c'est le fait de pas avoir le diplôme. Mais c'est l'ego de. Après, est-ce que je vais dire que c'est que l'ego de l'homme ou pas, parce que je sais que quand même entre femmes, il y a quand même une grosse compétition et les femmes peuvent quand même être aussi très. Les femmes sont souvent vraiment pas sympas entre elles et se diminuent aussi mais très par très contre, fort. Ouais, mais tu vois, les jeunes garçons, les jeunes hommes sont confrontés à la compétitivité très tôt. Nous, oui, mais nous aussi. pas spécialement. En fait. Dès que les enfants, les garçons sont petits, c'est la course de voiture, tu vois. En fait, ils sont déjà dans ce sens-là. Il y a vraiment, en fait, ça fait partie de leur. Nous parfois, ok, il y a peut-être une compétition et parfois négative pour les femmes, mais Mais nous, c'est plus physique. Eux, c'est plus dans leurs compétences, eux, c'est dans leur capacité au niveau de la force, par exemple, ou de la rapidité. Eux, c'est des compétences physiques, et nous, c'est des compétences. Comment on dit ça Nous, c'est même plutôt dans nos rôles aussi. Oui, mais même dans le côté beauté, tu vois, nous, ça va être plus dans le côté. Oui, c'est une compétition au niveau de la beauté, mais au c'est niveau les rôles, de voilà. Donc la mère, ce que je projette physiquement, au boulot. Enfin, c'est plutôt comment je vais gérer mes différents rôles. Eux, c'est qui pisse le plus haut, quoi. Ouais, voilà. Eux, c'est ils aiment bien. Est-ce que je suis le plus fort? Est-ce que je suis le plus intelligent? En fait, eux, ça va être des choses beaucoup. Mais encore une fois, c'est très féminin et très masculin. Nous, c'est plus dans les émotions, dans ce que on va faire ressentir ou faire ou montrer. Et eux, c'est peut-être moins dans le physique, mais plus dans la capacité de faire ça. Dans le doux, en fait. Nous, c'est plus dans l'être et eux, c'est dans le faire. C'est vraiment ça. Et alors. Quand tu parlais des minorités, enfin, alors c'est pas minorité, mais c'est le fait qu'à un moment donné, on nous appelait même le sexe faible, c'est pas pour rien, mais donc tout ce qui est stéréotypé, donc les femmes, les gens de couleur, l'âge, tu vois, dans certains secteurs, fait que aussi ça renforce ton syndrome de l'imposteur. Donc par exemple les femmes, je t'en parlais dans tout ce qui est politique, management, voilà, il y a un pourcentage alloué à il faut qu'il y ait des femmes dans les postes à responsabilité. Donc quand toi tu es dans les 3% de femmes qui doivent absolument gérer une équipe, tu te dis ouais, en fait, on m'a choisi parce qu'il faut 3%, pour le quota, quoi. Tu vois, comme il faut ton quota pour l'égalité des chances, il faut du handicap. Enfin voilà. Oui, il faut du handicap, il faut un arabe, un noir, un blanc, une femme, un homme, un plus âgé, un plus jeune. Exact. Et au final, comme tu dis, t'as plus l'impression qu'on te prend pour tes capacités, mais on te prend juste pour pas se faire pointer du doigt de t'as vu, eux, ils font pas ça comme ça. Exact. Et ça c'est vraiment aussi ce côté sociétal qui fait que du coup, on peut ressentir ça. Et moi, c'est vrai que dans mon boulot, parfois, je me dis, on va me dire, ouais, je suis à mon poste parce que le boss, c'était un mec, parce que j'avais un beau petit cul, parce que... Promotion canne. Parce qu'en plus, et tu vois, on dit... coucher avec tout le monde pour arriver au thé. On te dit pas, c'est parce que t'es la meilleure de tout l'échantillonnage de candidats, tu vois. Oui, c'est ça. Les hommes, c'est parce que t'es le meilleur, t'es le plus intelligent. Et les femmes, c'est, ouais, t'as donné ton cul, donc c'est bon. Enfin, tu vois, rien que l'allusion. Mais rien que l'allusion. C'est pas, on en parle, oui, au physique, elle me regarde comme si je la choquais. Non, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, ce que notre parlait juste avant. Réalisateur, ouais, Ben. Ouais, c'est un bon exemple. Tu vois, si quelqu'un contacte une femme, c'est souvent pour le professionnel, tu sais pas si c'est vraiment professionnel ou si c'est plutôt. Tiens, elle est mignonne. Non, en fait, c'est une femme qu'on va considérer comme une belle femme ou une jolie femme ou attirante. Voilà. Bon, après, encore une fois, ça, c'est chacun ses goûts. Donc, mais je veux dire qu'un homme, ici, potentiellement, il va trouver une femme attirante. Est-ce que je te contacte, est-ce que je suis contactée parce que mes compétences, mes aptitudes, ou est-ce que je suis contactée parce que potentiellement il va essayer de me baiser, vulgairement dit. Mais mais c'est ça. Oui, voilà. Et je pense qu'il y a aussi, tu sais, l'ego de l'homme aussi, parce que je pense qu'il y a quand même plus d'ego chez l'homme que chez la femme. L'homme a tellement d'ego et de fierté par moment que il voudra pas se faire l'idée par une femme. Parce qu'il va dire à quelle heure c'est une femme qui va me dire ce que je dois faire. Oui, mais c'est une femme qui t'a élevé, donc ferme ta gueule, tu vois. Donc, j'adore. Tu vois. Ouais. Mais oui. Et c'est fou. Parce que t'es en mode, tout ça, c'est juste une question d'ego. Alors que si tu prends encore une fois les compétences, etc. Après, je pense que les hommes, peut-être qu'on a un recul différent, sont peut-être moins dans leurs émotions. Et donc, peut-être que leur manière de l'idée aussi, ça va moins les impacter. Tu vois, parce que quand tu dois gérer des humains, quoi. C'est peut-être ça que moi où je peux être d'accord, c'est que quand tu dois peut-être gérer des humains, la femme va peut-être plus être dans ses émotions, dans la compassion, elle est plus empathique, et donc ça peut plus la toucher et peut-être que ça peut impacter sa manière de manager, qui doit être une manière beaucoup plus dans l'objectivité, dans qu'est-ce que tu as fait, est-ce que les compétences font que tu peux avoir ci ou ça.
Tandis que si une femme, elle va plus se dire, ouais, mais regarde le pauvre, sa femme est malade, c'est peut-être pour ça, ou regarde son fils. Alors qu'un mec va plus se dire, oui, mais moi, j'ai besoin des chiffres vendredi, donc moi, ta mère, elle peut crever, c'est pas mon problème. Très grossièrement résumé, dit. Mais je suis assez d'accord avec toi, de toute façon. Mais moi qui suis hyper empathique, j'ai dû me forger quand même une carapace parce qu'en fait, ou sinon, t'es une éponge à émotions et quand t'as des grandes équipes et beaucoup de gens, tu dois pouvoir être à l'écoute. Mais mais t'es psychologue. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a clairement une différence de gestion d'une problématique. Mais moi, je pense que le résultat va être identique ou très bon des deux côtés. C'est juste que la femme aura une autre manière de procéder que l'homme. Mais est-ce que t'as pas l'impression que pour avoir créé la manière dont t'as créé ta carapace, est-ce que t'as pas dû puiser dans ton côté masculin? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a tous un côté masculin et féminin. Si, forcément. Donc, si, forcément. Ça veut pas dire que tu t'es devenu un homme, mais c'est juste que dans ton travail, tu peux être une femme et être une femme de pouvoir, parce que c'est ça qui pose problème finalement, c'est que c'est les femmes au pouvoir. Mais une femme de pouvoir va devoir puiser dans son côté masculin. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et tout en si vous femme. regardez le podcast sur L'amour n'est pas un Disney, cette sagesse dont on parlait, ce recul qu'on a et qui en fait emprunte plutôt la manière dont les hommes gèrent les relations. Une fois que toi tu comprends un petit peu on se dit qu'ils sont détachés, ils sont pas détachés, ils prennent leur temps, ils font les choses step by step dans un certain ordre et puis voilà, ils se révèlent à un moment donné. Clairement, c'est aussi un côté masculin que moi j'ai essayé d'adopter et que j'essaye probablement d'adopter. Ça vient de là, la carapace, oui, clairement. C'est de pouvoir être moins dans l'affect pour certaines choses, mais c'est parce que je m'en suis pris plein la gueule et que j'ai pas eu trop le choix. Fallait que je sorte les boucliers, quoi. Oui, mais le bouclier, et ça, je pense que ça, malheureusement, c'est quand même, malgré ce que j'ai dit avant, et je le maintiens, mais c'est vrai que quand on dit je dois aller à la guerre, t'as ce côté action et c'est ton côté masculin qui prend, qui se met en place. Mais au même titre qu'un homme a aussi son côté féminin et masculin et à certains moments doit être plus dans son féminin. Et à certains moments, doit être plus dans son masculin. Et je pense qu'encore une fois, c'est un équilibre aussi que tout être humain doit gérer. C'est juste que nous, en tant que femmes, en général, la femme a plus son côté féminin qui prend le dessus de base en avant au niveau hormonal déjà, au niveau de plein de choses et de comment elle a été éduquée. Mm-hmm. Et puis, il y a le côté. Et puis l'homme, c'est plutôt l'inverse. Et je pense que même au final, tu sais, même que ce soit dans les maisons, enfin, moi, mon syndrome de l'imposteur, par exemple, il vient je veux dire, ma maman m'a par exemple toujours soutenue et tout dans tout ce que je faisais. Elle est toujours hyper fière de moi. Elle me dit, t'es la meilleure, c'était ça. Voilà, la survalorisation, la surestimation. Mon père, c'est l'inverse. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est les deux opposés. Soit on est surestimé et alors on a toujours l'impression que, ouais, mais attends, il me voit là, mais en fait, tu te sens, toi, tu étais toujours sous pression de, mais il faut que je reste là où il faut que je reste là potentiel. Et voilà, ça. Et alors, le côté sous-estimé où là, tu te sens, comme une merde et t'as l'impression que tu dois toujours prouver. Moi, je me sens, par exemple, vis-à-vis de mon père, je me sens jamais légitime de rien. Tu vois, mon père, après, il m'a aidé, par exemple, pour énormément de choses. Moi, j'ai travaillé avec mon père quand j'avais 19 ans. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi avec ma mère, donc du coup, j'étais très, très émotive. Moi, j'étais dans mon côté féminin, mais fois 1000. Et c'était abusé, genre vraiment. Et donc, moi, je pleurais facilement, je prenais tout très à cœur, je prenais tout à l'intérieur, je me remettais tout le temps moi en question, etc. Mon identité. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui. Il m'a dit j'en ai marre, arrête de pleurer, arrête ci avec ça, nanana. Et donc au final, j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans où j'ai géré parce que lui habite à l'étranger, donc il m'a appris en fait à gérer ses sociétés. Donc j'ai géré ses sociétés, j'ai géré un bar, j'ai géré des appartements. Je m'occupais de tout, de toute la gestion du personnel, etc. Mais j'étais super jeune, j'avais 19 ans. Ah, mais t'as géré tout ça. Mais mon père, par exemple, à ce moment-là, en travaillant avec lui, il m'a complètement fait basculer dans mon côté masculin. Mais donc moi, j'étais devenue un bonhomme. Mais vraiment. Et donc là, maintenant, je suis en pleine. Allez, j'étais toujours féminine mais clairement, j'étais féminine dans ma manière d'être, mais j'étais masculine dans mon, tu vois. Dans ma manière de, je suis devenue beaucoup plus rentre dedans en fait qu'avant, ce qui m'aide dans la vie maintenant certes, mais c'est ultra compliqué parce que par exemple il m'a toujours dit t'as de la chance d'être né après moi parce que si moi j'étais pas là c'est grâce à moi, tout c'est grâce à moi. Le problème c'est que toi du coup, et c'est même depuis qu'on est petit, c'est mais tu sais pas faire un calcul, mais t'es conne.
mais est-ce que tes choix de vie, tu fais de la merde, t'es ci, t'es ça. Et donc, au final, c'est pas, je pense pas On que va ce les soit faire malveillant. rencontrer. Ouais, t'es nos parents. Ouais. C'est pas malveillant, je pense. Je pense que ça part Non. pas d'une mauvaise place. Ça part jamais d'un mauvais sentiment. Hein, Mais ce que ça te fait fait- mal, ça fait mal. Et ça m'a perturbée. Ouais. Ça me perturbe encore maintenant, et sauf que maintenant, c'est de mieux en mieux, mais et où t'as l'impression qu'en fait, t'as jamais rien, c'est jamais grâce à toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est toujours grâce à l'autre. Et donc, Ouais, mais là, on sont a jamais légitimes, là, t'as un syndrome de l'imposteur. on a clairement une source bien riche pour le syndrome de l'imposteur. Et comme toi, moi, j'ai entendu, donc, c'est pas des études. Après, c'était vraiment, j'ai voulu reprendre aussi le commerce, tu vois. Et il m'a dit, non, mais t'es une femme, tu vas être maman, en fait, ça va pas aller, quoi. Et je dis, mais si, enfin, je vois pas pourquoi ça peut, tu peux être les deux, en fait. c'est pas antinomique, ça peut vraiment fonctionner ensemble. Non, ça n'ira pas. Écoute, je te dis que c'est comme ça. De toute façon, encore une fois, t'es trop émotive, t'es trop dans le voilà. Tu vas pas savoir gérer. Mais le t'es qu'une femme, je me le suis pris dans la gueule et ça m'a vachement. En fait, aujourd'hui, je procrastine beaucoup mon activité personnelle, indépendante, et je sais d'où ça vient. Ça vient du fait qu'on m'a dit que j'étais pas capable, que j'étais une femme et j'y arriverais pas. Et donc, je suis tout le temps en train de me dire, mais je sais que j'ai toutes les qualités. Et ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal. Et t'es ça toujours en reste train derrière, de, oui. Et je suis toujours en train de me dire, non, j'ai plutôt aidé les gens qui sont déjà lancés. Je vais faire des collabs. Je vais, tu vois, quand par exemple il y a des gens qui me disent, ouais, vous avez pas des idées pour faire ça et ça, je me lâche à fond dans la créativité et tout, mais dire, ok, je prends le lead et je m'expose à gérer mon projet. J'ai toujours ce truc qui me dit, non, t'es pas à la hauteur. Et clairement, Et tu t'associes en fait avec des gens que tu considères qui sont légitimes. oui. Parce que C'est ça. moi, voilà, si je dois, mais le problème, c'est que c'est vraiment douloureux. Et on a parlé vraiment de l'aspect professionnel, mais moi, ça me poursuit au niveau personnel aussi, en tant que femme. J'avais dit au podcast précédent que j'étais pas très jolie, mais voilà, j'ai vraiment, c'était très compliqué, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Mais le fait est que du coup, quand on s'intéressait à moi, quand un homme me regardait, c'était comme si je devais, en fait, fallait d'office que je réponde oui. Parce qu'enfin, quelqu'un s'intéressait. Parce qu'en fait, quelqu'un me regardait, s'intéressait à moi. En fait, je devais être contente en vrai, tu vois. En fait, t'es soit contente, il y a quelqu'un Il y a qui veut quelqu'un qui veut de toi. Et donc, toi, en fait, la mise de côté. j'ai Wow. dit beaucoup oui à des relations en plus merdiques, du coup, où on s'est bien foutu de ma gueule. Et limite, je pardonnais ou j'excusais parce que je me disais, ouais, mais enfin, tu m'as vu, enfin, c'est un peu normal, tu vois, qu'on se Genre, je fout mérite de ma pas gueule. plus. Ouais, voilà. Et c'est vrai que quand les gens me font des compliments, et m'en ont fait souvent, j'ai un peu la gorge serrée parce que voilà, ça me touche quand même. Mon Dieu. C'est le fait que du coup, on te dise, ça passe pour de la fausse modestie en fait. Tu vois, alors que c'est des vraies blessures, c'est que quand on te dit que t'es jolie, maintenant je commence à accepter les compliments et prendre et tout, mais c'est des blessures tellement profondes où j'étais vraiment, on me regardait comme si j'étais, enfin bon voilà, si j'existais pas en fait. C'est le fait de dire non, c'est pas de la fausse modestie pour qu'on me dise ouais, mais si t'es belle, mais putain, t'as vu tout ce que tu fais et tu fais du sport et tu fais ça et tu. Mais t'en fais toujours Non, mec, trop, en fait, je suis Ouais. toujours en train de devoir me prouver à moi-même que je mérite les choses. Et j'ai du mal à croire ce qu'on me dit et c'est réel. J'ai un bug, quoi. Quand quelqu'un me dit t'es belle, je me dis, sauf si c'est en soirée, parce qu'alors j'ai l'impression que je joue un rôle. Que c'est pas toi. Que c'est pas moi, tu vois, je me suis pimpée, tu vois, il fait noir, il me voit pas, le mec. Il y a des spotlights, il a bu, donc il me trouve belle et je suis belle parce que voilà. Mais c'est pas, j'arrive pas à croire quelqu'un qui me voit à midi, pétante, heure, tu vois, en plein jour, lumière rasante. J'ai du mal encore à accepter les compliments, même les compétences à tous les niveaux. Je remets toujours en question. Je me dis non, j'étais la seule qui était là. Ils m'ont pris. J'étais au bon endroit au bon moment. Non, enfin et tout le temps. Je me dis un jour le mec il va se réveiller, il va se dire mais putain j'ai fumé ou quoi? Et le syndrome de l'imposteur, comme tu dis, il se met dans plein de choses et je te comprends sentimentalement. J'ai souvent eu la même chose où je me disais. Mais je mérite pas mieux, je suis pas assez, mais qu'est-ce qu'il va faire avec moi, qu'est-ce que je peux lui apporter Je suis pas assez, ça c'est vraiment dur, hein. Ouais. Je suis pas assez, mais assez il de mérite, quoi mais non, mais limite tu le pousserais peut-être même vers une autre en Oui. mode non mais elle mais est je mieux comprends, hein. elle est vachement Limite il te trompe, tu vas faire ouais mais non j'imagine. Je comprends trop. Mais tout en mode mais ça va pas ou quoi, t'as pété un plomb enfin. Arrête-toi là tout de suite. Et je pense que bon après comme on dit là on en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est des choses qui nous touchent. Je pense qu'on arrive quand même aussi à en parler avec où c'est moins
vrai pour En nous. tout cas, on en est consciente. C'est plus vrai. Moi, par exemple, je veux dire, j'ai encore des moments où je pense comme ça, mais ça ne fait plus partie de ce qui est mon identité. C'est-à-dire, avant, c'était mon identité. Ça dépend pas peut-être des projets ou des choses ou des domaines. Il y a peut-être certains où tu es un peu plus sensible que d'autres ou pas? Oui, mais ça, c'est parce que à la limite, ça veut dire que vraiment, je commence à considérer que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais vraiment, que c'est même pas un syndrome de l'imposteur, c'est que je considère que j'ai pas les compétences. Ouais. Et peut-être qu'il y a des mots. En fait, comme me dit, c'est des moments C'est de des syndrome. moments. C'est plus, j'ai plus l'impression d'être un syndrome de l'imposteur. Comme je disais, comme part de mon identité. À un moment donné, ça fait part de ton identité. Ah oui, en fait, ça fait ta Mais personnalité quasi. C'est pour ça que je dis, je pense que il y a des moments où quand tu commences à guérir vraiment, ce moment est toujours présent. Ça peut encore arriver que tu sentes dans cet état-là, mais c'est un état qui vient et qui part, mais c'est plus un état qui est perpétuellement Présent. à côté de toi Ouais. et qui fait sa life avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au final, le syndrome de l'imposteur, ça te fait aussi, pas te remettre en question de manière négative, mais ça te fait chaque fois aussi te pousser à vouloir mieux faire, Oui. à chercher en fait un peu plus loin, et à garder aussi, je pense, les pieds sur terre. Oui, et pas d'avoir une forme ton d'humilité, ego, une forme d'humilité, Voilà. de gratitude. La seule chose, moi, je dirais aussi, c'est que tu as tendance à éviter aussi les situations qui pourraient te mettre en lumière. Quand t'as un syndrome de l'imposteur, Ah ouais. Genre, tu te dis, attends, mais si je pousse le truc là, peut-être que je vais arriver à un certain niveau et est-ce que je vais l'assumer? ah ouais, je suis d'accord. Je suis ultra d'accord. On parlait avec le réalisateur aussi, et ça, moi je l'ai très fort ce que ce garçon dont il parlait avait. Donc quelqu'un qui est par exemple, voilà, il fait plein de vues, il a des qualités, des compétences, tout le monde est unanime, mais voilà, il a un commentaire, quelque chose qui vraiment touche sur le petit bouton, il fallait pas toucher. Et ça y est, il a perdu toute confiance et il arrête ce qu'il fait, par exemple. Moi, j'ai ça, je t'avoue. J'ai longuement hésité. Bon, maintenant, on met nos vidéos aussi, des extraits sur TikTok. J'ai longtemps hésité à le faire. Je te jure, chaque fois que je mets une vidéo sur TikTok, je regarde pas les commentaires. Parce que TikTok, c'est devenu une plateforme où tu te ramasses, mais des commentaires, c'est dur. Et pour honnêtement, gérer les commentaires négatifs, déjà quand t'es pas vraiment connu, etc., ça te fait mal, mais quand t'es vraiment connu, tu t'en ramasses mais plein par jour. À fond. Et honnêtement, moi, je le fais parce que je me dis, voilà, je veux qu'on le fasse parce que je veux qu'on ait une visibilité, mais c'est un combat permanent avec mon syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que le fait même que Feminity, on a de plus en plus d'abonnés, des gens, etc., effectivement, comme tu dis, plus ça monte en lumière, plus, du coup, t'as les gens aussi qui seront pas sympas ou pas d'accord, parce que le fait que tu sois pas d'accord, je trouve ça intéressant. C'est normal, oui. Mais oui. le fait que ce soit pas sympa, des commentaires vraiment méchants, blessants et qui visent à te rabaisser, c'est vraiment difficile. Mais tu sais que j'ai même maintenant qu'on en parle, c'est aussi, par exemple, je sais pas si toi tu l'as, moi c'est aussi au niveau salarial. J'ai du mal à quantifier Et mettre un salaire sur la qualité de mon travail. Et donc, Ouais. souvent, je veux dire, moi, j'ai du mal à me battre pour mon salaire. Tu vas tendance à. Moi, je vais le ramener à la baisse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, la personne en face de toi va généralement pas le mettre à la hausse. Forcément. Mais La bonne c'est, affaire ici. mais je veux dire, moi, j'ai souvent tendance à ça, tu vois, c'est que je n'arrive pas à valoriser la qualité de mon travail. Et donc, du coup, quand on va me demander de la quantifier, me dire, OK, quelles sont tes attentes salariales? Mais limite, je vais faire encore 2 fois plus, alors que mon travail vaut le prix que je demande. Mais je vais limite travailler encore 2 fois plus pour vraiment le mériter. J'ai toujours à cette recherche dans cette recherche du mérite, de est-ce que je mérite vraiment tout ce que j'ai? Est-ce que je mérite tout ce que je fais? Dedans, hein. Là, c'est en plein. Ah oui, mais c'est un syndrome de l'imposteur. Ah oui, clairement. Mais ça, c'est dans mon travail, par exemple, pas du tout pour Feminity. Mais je veux dire, Ouais. dès qu'on va me demander, parce que, encore une fois, moi, toutes mes compétences sont autodidactes. Toutes. Donc, je peux pas te dire, à part mon CESS, et encore, je l'ai fait. Oui, mais voilà. attends, ouais, mais il faut. Alors, franchement, une des clés, c'est pouvoir reconnaître justement ton chemin parcouru. Ouais. Donc, tu vois, le fait que tu puisses lister. Donc, si toi aussi t'es comme nous, parfois on doute, liste toutes tes. Tu vois, tu fais un CV pimpé, quoi. Tu vois, bien élaboré, avec toute cette richesse d'expérience. Mais aujourd'hui, il y a
énormément de gens qui continuent à valoriser cette expérience. C'est énorme ce que tu as fait. Regarde la variété des jobs. En plus, apprendre seul demande des qualités et des compétences. Oui, peut-être Ça bien plus que... Ça veut dire que tu peux, en toute autonomie, et t'adapter à une nouvelle situation et apprendre vite. C'est hyper recherché. Et c'est une compétence. Et c'est une compétence. Donc, rien que de noter tout ça, je pense que ça te permet aussi de relativiser et de te dire, ah ouais, quand même, ah ouais, j'ai fait ça. Enfin, c'est dingue. Et c'est des années. Il faut pouvoir vraiment, je crois, le mettre à plat et reconnaître, accepter ses qualités, quoi. Mais c'est ça, c'est mettre tes valeurs, de valoriser en fait ton travail. Et arrêter de se comparer. Je pense que ça, c'est une deuxième clé aussi. Oui. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, mais lui, oui, mais elle, et ils ont fait ça, ok, mais c'est pas toi, c'est ton chemin. Mais en général, je pense que même les autres, je crois que dans ces moments-là, je vais dire, on doit s'écouter soi et souvent s'écouter, je crois que c'est important. Mais dans ce cas-ci, moi, je dirais, à la place de t'écouter toi, écoute ce que les gens disent de bien. Hein. Oui, note écoute ce que les autres te disent. Écoute les choses positives autour de toi parce que faut pas oublier non plus. Nous, on a notre discours interne qui est pas à ce moment-là très positif, mais il faut pas oublier que les gens qui t'engagent et avec qui tu restes pendant longtemps, même s'ils te critiquent, si tu restes à travailler là, c'est crois-moi, il y a quelque chose. Ah mais oui, attends. C'est juste que c'est des gens qui t'utilisent, bien sûr, et qui te mettent pas en valeur et qui mettent pas en valeur la personne que tu es parce que ils veulent pas que tu te rendes compte de ta lumière. Ils veulent pas que tu te rendes compte de ton potentiel parce que eux, ça leur permet de te payer un salaire qui n'est pas, un salaire de merde qui n'est pas à hauteur de tes capacités. Comme toi, tu t'en rends pas compte, tu crois que t'es super bien payé. Et en plus de ça, ça te permet aussi de pas forcément aller voir chez la concurrence ou de monter toi-même ta propre boîte ou de te développer encore plus. En fait, c'est un peu du pervers narcissique aussi. Et pour peu que le gars il soit un tant soit peu intelligent, le gars la nana, enfin oui, les deux. Voilà, peu importe. Il va savoir que tu as un syndrome parce qu'en fait, il va voir ces petits, tu vois, les petits moments de doute, ça se voit. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné où forcément, ça peut être perçu dans certaines situations que tu vas vivre au boulot. Crois-moi que s'il est un minimum intelligent et que s'il a fait du management ou qu'il est entouré dans des boîtes, etc., il a l'habitude de l'humain, il va utiliser ton syndrome de l'imposteur pour intensifier, tu vois, cette culpabilité, même que tu puisses peut-être penser à aller ailleurs. Et là, t'es dans la merde parce que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé déjà aussi où je me dis non, mais je peux pas les laisser tomber. Tu vois, en fait, la personne va cultiver ce sentiment de honte, je pense à moi, je suis égoïste, je me taille, je prends mes compétences dans mon sac à dos et je vais ouvrir ma boîte. C'est vraiment, tu vas foutre en l'air tout le monde, toute la société. Oui, en plus, c'est utilisé en général, peut-être ton empathie. Et en fait, du coup, tu creuses ton... Ouais, et je pense que il faut se rendre compte vraiment de ses compétences. Et ça aussi, c'est comme je dis, c'est en n'écoutant pas forcément la personne la plus proche de toi à ce moment-là, c'est en écoutant les gens extérieurs qui vont parler de ton travail. Et c'est pas les gens qui ont pas de lien forcément avec toi parce que eux vont avoir un avis ultra objectif puisqu'ils n'ont pas envie ni de te faire plaisir ni de te rabaisser puisque en fait eux ils vont juste dire ouais j'adore ce que tu fais et c'est top ou pas, ou ils vont peut-être te dire ça tu pourras améliorer ou pas, mais je veux dire va dans des choses chez des personnes ou écoute ce que les gens objectifs te disent qui n'ont rien à retirer de te donner cette information. Après finalement c'est rare, il y a une minorité de gens qui le font, mais c'est rare qu'on te complimente juste pour te complimenter et te mettre de la pommade. Ça arrive, mais 80% des gens, si le compliment il est pas généraliste, parce que ça souvent j'ai remarqué, c'est que quand le compliment il est hyper généraliste, tu te dis c'est presque exemple. Super ton boulot, mais tu vois ça tombe un peu. Mais tu vois par exemple, waouh j'ai adoré ton analyse, surtout le passage concernant le syndrome de l'imposteur. J'ai trouvé que tu arrivais vraiment bien à exprimer dans la vie concrète par des exemples ce que ça représentait au niveau des émotions. Mais là ça veut dire que le mec il a écouté, il a vraiment capté, il a vu que t'as la capacité de mettre ce qui souligne c'est ta capacité à pouvoir traduire une émotion dans un exemple concret pour vulgariser au plus grand nombre. Eh ben oui forcément là tu te dis ah ouais donc c'est un vrai compliment et tu vois la compétence derrière. C'est recherché en fait. Moi, c'est ça qui me touche plus en général. Mais je me dis, si les gens prennent vraiment la peine de te faire un compliment,
c'est pas que ça arrache parfois la gueule aux gens de te le faire. Donc s'ils Ouais, prennent le c'est temps fou, ça. de te complimenter, je trouve que ça vaut la peine quand même d'entendre, de retenir et peut-être même de les noter et de temps en temps Oui. de les relire en disant parce qu'on n'a pas envie Mais d'y on se croire, voit quoi. pas soi-même. Non, on se Comme voit on pas. est, on se voit par les yeux de nos parents, par les yeux de ce qui s'est passé à l'école, par les yeux de nos potes, par les yeux de nos propres expériences et par les yeux de toutes les remarques négatives qu'on a eues, bien plus que Mais pour pourquoi les on remarques retient toujours positives. celle-là aussi, tu vois? Mais parce que c'est celles qui font mal. Oui, forcément. Tu vois, c'est le bien, entre guillemets. Déjà, quand t'as pas confiance forcément en toi, bah, tu vas pas croire déjà que quand on te dit quelque chose de bien, c'est vrai. Et donc, tu vas avoir tendance déjà à croire ce qui est négatif. Mais c'est dommage que la balance ne puisse pas quand même pencher, genre le verre à moitié plein. Oui, mais plutôt ça, que c'est vide, plus quoi. tu te guéris à travers des thérapies, à travers C'est un chemin, quoi. une conscientisation de tes schémas, de tes émotions, de pourquoi je suis comme je suis, en fait, de l'apprentissage de soi. C'est là aussi que tu arrives, je pense, à pouvoir à un moment donné te dire ok, ben le positif c'est vraiment du positif et que ça soit ancré. Mais en fait le négatif en fait il fait tellement mal que je pense que c'est pour ça aussi que c'est parfois plus compliqué aussi de doser à ce niveau-là, tu vois. C'est souvent les gens qui ont un syndrome de l'imposteur qui vont aller faire des vrais compliments à d'autres gens qui ont un C'est syndrome de vrai, l'imposteur. ça. Moi, je suis tout le temps en train de complimenter tout le monde. Mais pourquoi? Mais parce que Tout tu le sais monde. à quel point c'est important. Mais parce que c'est des Et c'est des vrais compliments, hein. authentiques, Oui. tu vois, j'ai vraiment c'est pour ça que j'ai pris le temps de formuler un vrai compliment. Mais ce sera toujours quelque chose de recherché, quoi. Mais parce que tu sais pourquoi? Parce que déjà, faut pas oublier, tu vois chez l'autre ce que tu connais. Donc tu vois, l'autre est ton miroir de toute façon. Donc tu vas, au final, en général, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce qu'il y a chez toi. Donc si tu vas dire à quelqu'un, j'adore ta capacité d'analyse et de pouvoir mettre en lumière le fait que tu es si, ben, en général, toi aussi tu sais le faire. Ouais, c'est pas. Parce que si tu arrives à le voir chez l'autre, c'est que toi-même tu as analysé sa C'est capacité vrai. à analyser. Non, t'as tout à fait raison. Tu vois? Ouais, oui. Mais au même titre que tu vas dire, en fait, tu vois vraiment, que ce soit positif ou négatif, ce que tu vois chez l'autre, c'est soit ce que tu es maintenant et tes capacités, soit Sauf ce que quand tu je as dis été avant. t'es vachement jolie, qu'est-ce que t'es rayonnante aujourd'hui, là j'aurais du mal à me dire que c'est quelque chose que je vois chez moi, mais anyway. Mais pourtant, c'est ce que tu es, c'est ce que moi je vois chez toi. C'est pas, Oui, mais ça au veut pas dire moment- que tu le conscientises. Ce que tu dis à l'autre, ça veut pas dire que tu conscientises Ah, que oui, tu l'as oui. aussi. D'accord. On n'a pas le syndrome de l'imposteur H24 toutes les minutes de notre vie. Ça peut être vraiment à des moments bien précis ou dans des situations qui nous rappellent une situation passée ou une blessure passée. Et je travaille. Voilà, C'est lié aux émotions de toute façon. Enfin voilà, là tantôt j'étais hyper émue parce que ça me touchait par rapport à ce vécu physique, mais aujourd'hui je suis moins dans le doute. Il y a des relations, il y a une relation qui m'aide aussi beaucoup là-dedans et parce qu'elle est particulière, parce que quand tu as une relation avec quelqu'un qui est très différent de toi, on parlait là tantôt des stéréotypes, tu vois, différence d'âge, différence de culture, etc. Tu te dis que la personne, elle t'a choisi, était complètement à l'opposé de lui, que ce soit l'âge, la culture, etc., comme je disais. Mais tu te dis, bah, il me prend pour ce que je suis, en fait. Mais il peut pas te dire pour autre chose. Non, mais sinon, ouais, mais parce que tu te dis, sinon, il cherche son semblable, quoi. Tu vois, il va prendre la même tranche d'âge. Mais on a quelqu'un, tendance. qui vient peut-être, qui a la même origine, qui a la même religion, enfin, voilà. Quand, à partir du moment et moi, ça m'a aidé beaucoup, c'est de me dire, ok, je suis avec quelqu'un qui est à l'opposé de moi sur plein d'aspects, et c'est pas un problème. Je ne suis pas et pourtant, il m'a choisi. Voilà, et pour tout ce que je suis. Et ça, c'est un vrai. Ça, c'était une vraie thérapie, en fait. Bah, c'est beau. Franchement, ça, c'est se dire, ok. Et par exemple, l'âge, j'en avais parlé dans un podcast précédent. Mais l'âge a aussi un stéréotype. C'est que, par exemple, si vous êtes le seul plus âgé dans une team plus jeune, vous allez peut-être. Ouais, vous êtes la personne d'expérience, mais vous allez peut-être avoir l'impression d'être. Aussi. Ouais, voilà. Et donc, t'as toujours l'impression de devoir être à la page, pimper son vocabulaire. Non, je rigole. Non, mais et c'est ça qui est chouette, c'est que Chloé me laisse être qui je suis. Elle va pas me dire, écoute, tu parles comme une vieille, comme Molière. Elle va me dire, non, c'est cool, ça amène un peu de variété. Et c'est ça, c'est prendre l'autre comme il est. Mais c'est vrai que l'âge aussi, ça peut être un problème au niveau de l'imposteur aussi, vraiment. Et t'as toujours l'impression de devoir faire plus. Mais tu dois tout le temps surenchérir pour te dire, mais je dois être à la hauteur. Mais en fait, tu l'es déjà. Et comme tu dis, à la place de se dire,
la différence, c'est quelque chose de négatif. En fait, non, la différence, c'est une richesse. La différence, c'est un partage. Ouais. Tu vois, être semblable, c'est bien et c'est chouette. Mais je pense que comme nous, par exemple, on est semblable sur plein de choses, mais on est différente sur d'autres. Et c'est ça la richesse aussi de tout un chacun. Parce que, comme on le disait dans le podcast précédent aussi, l'amour, au final, c'est l'amour ou dans le professionnel, etc. C'est le fait d'être en désaccord ou d'avoir des avis différents ou d'être différent, ça amène aussi une certaine évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est un bête truc, mais je vais parler du métissage. Je veux dire, regarde, si les blancs étaient toujours restés entre blancs et les noirs entre noirs, il y aurait que des enfants blancs, des enfants noirs, alors que grâce au fait qu'il y ait les blancs et les noirs qui soient mélangés, on a créé une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur de peau qui est magnifique et qui sont les métis. Oui, clairement. Et qui montre à quel point c'est une belle richesse, ce mélange. Que oui, c'est beau le blanc, oui, c'est beau le noir, et puis c'est beau les deux, tu vois. Je pense que l'évolution... Et au même titre pour la mentalité. Ce qu'on considère comme... on a parlé de tout le poids de l'évolution, de l'héritage, de la société, etc. Mais les choses continuent à évoluer sans cesse. Oui. Et ce qui est aujourd'hui considéré comme has-been, demain, la manière dont toi tu parles, tes wesh et tout ça, ça va être has-been. Ouais. La vie, c'est qu'un perpétuel recommencement. Et oui, demain, tu seras peut-être has-been, tu seras peut-être le vieux, tu seras peut-être la minorité d'un groupe. Ne l'oublie pas. Et je pense que le respect, c'est hyper important aussi. Je pense que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Chacun peut apporter un bout de son expérience, de sa personnalité, de ses compétences. Et c'est cette multiplicité et tous ces apports différents qui font qu'on va avoir un truc vraiment riche et beau à la fin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un couple, d'une famille. Et ça permet, en fait, comme tu disais, on passe tous par des âges, et chaque âge, en fait, a sa beauté. Et en fait, comme tu disais, le fait que tu dises wesh, que si, que ça, tu seras à un moment donné has-been, et oui, mais donc profite, en fait, de chaque âge, de ce qu'il peut t'apporter. Et on dit souvent, oui, la jeunesse, c'est pétillant, c'est frais, c'est créatif. Et puis, tu as la sagesse. Et à la place de toujours vouloir être l'un contre l'autre, ce serait bien qu'on soit l'un avec l'autre. Et tu sais, j'avais réfléchi là tout à l'heure, en fait, pendant qu'on discutait de l'homme management ou la femme, parce que je pense qu'en fait, c'est comme dans la vie. Si idéalement, je pense qu'il faudrait avoir une équipe, et l'équipe, c'est un homme et une femme totalement qui peuvent manager une team. Un foyer aussi. Parce que un foyer. Mais parce qu'un foyer, c'est du management. Mais oui. En fait, la vie, c'est une gestion. C'est une gestion. Tu vois, dans tous les domaines, c'est une gestion et tu as besoin d'un homme et d'une femme. Et c'est pour ça qu'il y a un homme et qu'il y a une femme. Et c'est pour ça qu'on est différents. C'est parce qu'on est complémentaires. Ouais, on aime ça. Et donc, pourquoi oui, parce qu'une femme, elle va peut-être plus comprendre, elle va avoir son côté émotif, empathique, etc., qui va peut-être être ultra important pour une décision à un moment donné, qu'un homme ne peut pas comprendre. Par exemple, un homme ne pourra jamais comprendre quand une femme va lui dire « j'ai mes règles ». Non, oui, il comprendra c'est pas. Con. Et lui, il va être dans l'action et tout, et il va lui dire « ouais, mais tu dois si, ta. » Ouais, mais si tu es un peu logique, une femme, hormonellement, quand elle est en pré-menstruel et en menstruel, son corps n'a plus assez d'énergie parce qu'il doit puiser son énergie pour pouvoir éliminer elle est pas les capable. règles. Elle est pas capable. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que son corps est occupé à faire un travail déjà énorme qu'on ne voit pas visuellement, à part si tu regardes, les saignements, mais je veux dire, tu ne vois pas tout ce que ton corps est occupé à faire à ce moment-là, donc tu es plus fatigué, mais comme ça ne se voit pas à l'œil nu, on se rend pas compte. On te demande de rester au top. Tout le temps. Oui. Alors que si c'est une femme qui va manager avec un homme, elle va dire ok, alors peut-être que pendant les 2 premières semaines, comme c'est ces 2 premières semaines-là où la femme est productive, peut-être qu'on va plutôt lancer la femme à faire peut-être plus de choses, mettre plus sa créativité, parce qu'elle est dans cette créativité, cette productivité, etc. Elle a plein d'énergie. Et les 2 semaines qui suivent, lui donner peut-être un travail un petit peu plus d'exécutante, où elle doit pas trop réfléchir, où elle peut juste faire les choses tranquillement, et alors de mettre l'homme à une place différente à ce moment-là, et d'en fait de créer cette alchimie et de, tu vois, cet emboîtement. À ce moment-là, on nous demande d'être presque l'égal de l'homme, alors qu'en fait, on ne peut pas, puisque en fait, biologiquement, on n'est déjà pas fait pareil. Oui, mais c'est ça, je pense, le gros problème sociétal aussi. Ouais, que la femme aussi. Mais c'est parce que le modèle est masculin. Oui, mais le modèle est patriarcal, oui. Oui, voilà. Mais je pense, moi par exemple, je suis pas féministe. Voilà, c'est dit, c'est fait. Moi, je suis pas quelqu'un de féministe. Pourquoi ? Parce que je considère pas, parce que pour moi, être féministe aussi, oui, c'est être pour les femmes, mais moi, je trouve quand même qu'il y a des mouvements, en tout cas féministes, qui sont très forts dans l'extrême de on est égaux aux hommes. Non.
Non, mais On attention. est égaux. Tu vois, non, mais il y a les femmes qui vont dire Non, qu'on mais peut le faire vrai- la même chose que l'homme au niveau physique. Non, mais c'est le faux, vrai, tu vois. non, mais le vrai féminisme, c'est pas ça, c'est l'équité. Hein. Mais ça, oui, mais alors il est pas du tout bien passé. Il est pas du tout bien. c'est le problème, c'est promu. que chaque mouvement peut être radicalisé d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis féministe dans le sens vraiment strict et je suis des Instagram et des Instagrammeuses féministes, c'est l'équité et la complémentarité homme-femme. C'est dans le respect de Oui, chacun. mais ça, oui. alors. Et moi, je suis heureuse d'être entourée d'hommes et ils ont des compétences et des qualités que je n'ai pas, que je reconnais et j'en ai qu'ils n'ont peut-être pas ou qu'ils ont mais différemment. Mais c'est ça. Mais c'est plutôt l'équité sur certaines choses. Ça peut être le salaire, ça peut être l'accès. Oui. Mais c'est dans d'autres pays, c'est plus flag encore qu'ici, mais l'accès aux études. On parlait d'où on vient il y a quelques années, où on n'avait pas accès à. Tu parlais de l'école, tu vois, le fait de les femmes pouvoir faire pouvaient pas y des aller. études. Voilà, donc c'est des choses. Et c'est encore Aujourd'hui, le cas. ça paraît simple, mais voilà, dans d'autres pays, c'est encore problématique. Et moi, je pense que le féminisme, c'est ça à la base. C'est pas du tout les mouvements radicaux, mais dans chaque mouvement, il y a toujours des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence, je pense, dans ces mouvements-là. Alors, c'est que toi, tu parles d'équité Oui. et eux parlent d'égalité. Non, l'équité, c'est Et reconnaître. c'est pas l'égalité qu'il faut. C'est l'équité, c'est l'équité. comme tu dis, reconnaître les compétences et les forces de ouais. chacun. Et les mettre en fonction de. Alors oui, si une femme doit commencer une course ou porter moins, c'est comme ça. C'est pas reconnaître sa faiblesse, c'est le mettre. Non, c'est physiologique. C'est juste comme ça. Tu sais, il y avait une photo que j'ai souvent vue justement qui expliquait la différence entre l'équité et l'égalité. Ouais. Et si tu veux, c'était il y avait un mur et derrière ce mur, si tu veux, il y avait une course, je pense, de chevaux qui se passe. Ok. Et il y a 3 personnes qui veulent voir la course. T'as un enfant. Oui, j'ai vu cette image. Tu vois, t'as un enfant et je vais prendre juste bêtement. Voilà, t'as un enfant et t'as un adulte. Ouais. Et il disait l'égalité, c'est de mettre, par exemple, 2 escabeaux à même hauteur. Ça, c'est l'égalité. Ils ont tous les 2 le même escabeau. Et l'enfant, il verra toujours pas la course derrière le mur. Et l'adulte, oui. Et l'équité, c'est l'adulte aura l'escabeau à la hauteur nécessaire pour pouvoir voir. Et l'enfant aura un escabeau plus haut, mais pour voilà, voir à la même hauteur. Et c'est ça, en fait. Et je pense que peut-être que le parallèle ne se fait pas. Enfin, il y a un truc qui se passe qui fait que je pense qu'on demande l'égalité. C'est pas l'égalité qu'il faut demander entre hommes et femmes, c'est l'équité entre hommes et femmes. On va parler du handicap. Je fais le parallèle. Ouais. Si tu as une personne dans ta société qui est, par exemple, qui a un problème de handicap visuel, c'est normal que tu vas aller adapter ses outils de travail et que tu vas lui fournir un ordinateur avec un écran bleu plus grand, avec des souris adaptées, etc. On en a chez nous pour lesquels on fournit du matériel adapté et c'est normal. On le fait parce que c'est un handicap. Le problème, c'est toujours ce côté péjoratif de handicap. Alors, voilà, la femme, elle a un statut particulier, mais elle aussi, elle est différente. C'est fou comme... La base est toujours l'homme. Hein. En fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment... En tant que femme, il faut toujours justifier nos besoins et l'échelon de comparaison est toujours l'homme. Ça, c'est quand même assez fou. Oui, alors que ça devrait juste... en fait, il ne devrait pas y avoir d'échelon de comparaison. Non. Il faudrait juste avoir ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'un et pour l'autre. Mais quoi qu'il en soit, donc la femme, par rapport à l'homme, puisque c'est la société qui nous l'impose, elle aussi, pour certaines choses, on parlait des règles, devrait avoir disposé de certaines facilités à l'école. Tu te souviens pas les règles à l'école? Attends, mais on devait aller à la piscine. On n'avait pas le droit d'aller aux toilettes pendant oui, plus alors de ne 2 pas heures. pouvoir aller aux toilettes pendant les cours. Mec, toi, t'es prof, t'es un mec, tu gardes la classe 2 heures et je peux pas aller changer ma bande hygiénique. Mais c'est quoi ton problème, en fait? Non, mais surtout, t'as mal, tu vois. Mais t'as mal. Vraiment, la femme devrait avoir une demande différente de la part au niveau du travail quand elle est indisposée, parce qu'elle est elle-même en travail. Déjà, on a tendance à dire elle travaille. Elle pleurniche, qu'est-ce qu'elle oui, a, alors qu'un mec, tu vas aller, en plus, il est un peu malade, il va lui faire... Hein, en plus, elle casse les couilles. Attends, elle a ses règles. T'as vu, mais rien que c'est rentré dans les mœurs. Mais oui, mais moi, je te dis, c'est bon, vraiment un ses sujet... règles, hein. Mais attends, mec, je t'explique. Toi, tu fais chier, t'as pas de raison, alors... toi, t'as tes règles, mais tu fais chier tout le temps.
Et si jamais vous avez envie de faire le petit test du syndrome de l'imposteur, Ah ouais, moi je l'ai pas fait, toi tu vois. donc la notion elle existe depuis plus ou moins 1978 et ça vient de Pauline Rose Clance. J'adore parce que elle a vraiment, c'est vraiment le point histoire. Ouais, C'est assez le sympa, point, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, ça s'appelle carrément l'échelle de Clance. Donc, il suffit de taper ça dans Google et il y a des petits tests rapides. Ça prend vraiment 5 minutes qui vous permettent de situer où vous en êtes. Donc, comme ça, vous... Je vais peut-être mettre le lien dans la description YouTube. Ouais, on fera ça. On fera ça. Et comme ça, vous pouvez vous situer par rapport à ça, voir si vous êtes plus ou moins, voilà, si ça apparaît de temps en temps ou si par contre vous êtes un réel imposteur et que vous avez peur d'être démasqué. Oui, c'est ça. Quelle belle clôture. Les amis, c'était encore une fois un plaisir de faire ce podcast avec vous. On a encore le prochain podcast. Enfin, on en aura toujours de toute façon, oui, mais bah oui. en tout cas, le prochain podcast. Je sais pas encore, on va réfléchir un petit peu à ce que ça va être. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker, partager, donnez-nous de la force, vous le faites déjà, mais Donnez-nous encore de plus, l'amour. parce que ça nous fait trop plaisir et parce qu'en plus ça nous aide à évoluer, à faire grandir Feminity et du coup à pouvoir peut-être inviter aussi des personnes inspirantes qui auraient peut-être pas voulu venir avant. mais voilà. Mais donc n'hésitez pas à vraiment partager, commenter, liker. Nous on se voit la semaine prochaine et on vous fait plein de bisous. Bisous tout le monde.